nimekuchagua wewe nikupende mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, itabidi nikulinde, nikutunze mama, usikose lolote, pete nayo nikuvishe, nikuoe mama, usiende popote, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari, ile sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na figa yako kama ya chupa, mzuri mama, baby, mzuri mama, mzuri mama, na sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, piga dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo. sura yako mzuri mama, Mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama. tabasamu lako maua. Nous avons ce matin avec nous Cédric Otagana de Space Infinity. Cédric, est-ce que de Infinity Space, désolé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité? C'est une start-up. Je vous laisse vous présenter, dites-nous en plus. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Otagana, j'ai 24 ans, je suis ingénieur en génie industriel et informatique. Je suis CEO de Infinity Space, c'est une fintech startup basée à Marseille qui développe un système de paiement mobile universel qui permet aux personnes non bancarisées et transit bancaire en Afrique et dans le monde de pouvoir faire des achats sur Internet sans carte bancaire. Donc, alors on est parti du constat, quand je dis on, je parle de mes cofondateurs, que le e-commerce explose en Afrique. On est en train de partir d'un marché de 8 milliards de dollars à 75 milliards de dollars d'ici 2025. Donc on a de très gros acteurs du e-commerce qui s'installent sur le continent africain, mais ils ont encore du mal à collecter les paiements en ligne, comme ça se fait ici, parce qu'on a encore plus de 80% de la population africaine qui est non bancarisée. Donc, ils n'ont pas de carte bancaire pour faire des achats sur Internet. Donc, en parallèle, ils sont tous munis d'un téléphone, que ce soit dans les grandes métropoles ou dans les petits villages, ils sont tous munis d'un téléphone. Nous, on développe justement une plateforme, une intelligence artificielle financière qui permet justement à ces personnes-là qui n'ont pas de compte bancaire, de carte bancaire, d'utiliser leur téléphone comme un moyen de paiement sur Internet. Voilà. Alors, d'après notre étude de marché, les banques ont du mal à se déployer sur le continent africain de la même manière que l'on fait en Europe, aux États-Unis, simplement parce que on va dire la mentalité, la culture africaine, voilà, n'a pas épousé la carte bancaire de la même manière que ça se fait ici. On prend l'exemple du téléphone. En Afrique, on est passé de rien au téléphone portable directement. Pourtant, en Europe, on a eu le Minitel,
le fax, le téléphone filaire, ensuite le mobile. En Afrique, on est passé de rien au mobile directement. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer aussi dans le domaine financier. Donc les banques aujourd'hui ont du mal à se déployer de la même manière qu'ici. Par contre, en parallèle, on a les opérateurs télécoms qui, eux, ont compris que puisque tout le monde a un mobile, on pourrait transformer ce mobile en moyen de paiement. On a des opérateurs comme Orange, par exemple, qui déploient des solutions comme Orange Money. Ce sont des wallets, des porte-monnaies électroniques, voilà, ou des personnes qui ont l'habitude du cash, parce qu'en Afrique, c'est encore le cash, tout le monde utilise le cash pour faire des achats. C'est pas que les gens n'ont pas d'argent, il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger en ce moment énorme. Voilà, les gens vont dans des points relais Orange, ils déposent leur cash dans ce point relais, leur argent est crédité dans leur compte mobile et ils peuvent l'utiliser pour faire des transferts d'argent. Alors nous, on est allé sur ce constat-là, on s'est rendu compte qu'il y a 155 wallets, donc 155 porte-monnaies électroniques déployées par les opérateurs télécoms sur le continent. Ça fait que moi, si je suis Amazon, pour intégrer ces systèmes de paiement-là, il faudrait que j'aille dans chacun des 54 pays d'Afrique, intégrer chacun des porte-monnaies électroniques, ce qui est extrêmement difficile à faire. Donc nous, on a créé une couche technologique au-dessus, qui permettra justement à l'utilisateur de mobile money, donc celui qui allait déposer son cash chez l'opérateur télécom, qui a eu son argent dans son téléphone, de pouvoir l'utiliser comme moyen de paiement sur Internet, ce qui ne se fait pas encore aujourd'hui. Donc voilà un peu le processus. Avec les banques, on travaille à la fois avec les opérateurs télécoms et avec les banques. Les opérateurs télécoms déploient la technologie, on va dire, mais il leur manque l'expertise de la gestion du flux financier réel. Donc, on va dire les opérateurs télécoms ramènent la brique technologique qui permet de toucher le client non bancarisé qui est à la fois soit dans les grandes villes, soit dans les villages. Les opérateurs télécoms, même, ils sont arrivés à un point où il y a des endroits en Afrique où on a le réseau téléphonique, où on n'a même pas d'électricité. C'est pour montrer un peu le niveau où les opérateurs télécoms on peut arriver. Donc, ils réussissent à toucher des populations que les banques ne peuvent pas toucher, mais ils n'ont pas l'expertise pour gérer le flux financier derrière. Donc, avec les opérateurs télécoms, on gère les aspects technologiques et les aspects purement financiers, on les traite avec les banques. Monsieur Tangana, vous avez certainement une différence par rapport au système PESA, dont on entend beaucoup parler au Kenya et qui se répand. Laquelle est-elle? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a ce que j'appelais porte-monnaie électronique. C'est Orange Money, c'est M-Pesa au Kenya, c'est Airtel Cash, c'est Tigo Cash, il y a Wari au Sénégal, il y en a plein. Il y en a 155 partout en Afrique. Maintenant, le problème, c'est que ces solutions de mobile money, là, comme on les appelle, ne sont pas interopérables. Donc, si je suis client M-Pesa, je ne peux pas transférer de l'argent à un utilisateur Orange Money qui est au Sénégal. Et un utilisateur Wari au Sénégal ne peut pas acheter un produit chez un client MTN Mobile Money en Afrique du Sud. Donc ça fait qu'il manque cette boucle d'interopérabilité-là, fait que les systèmes fonctionnent de manière isolée. Donc M-Pesa fonctionne uniquement dans son réseau, dans les pays où il est déployé, Orange pareil, MTN, etc. Maintenant, ce qui crée quand même un frein dans les échanges économiques. Parce que si je suis un vendeur au Cameroun, j'ai déployé mon site internet, je ne peux pas vendre au Gabon qui a, on va dire, la frontière est presque inexistante, on va dire c'est la route, quoi. Donc je ne peux pas vendre là-bas. Donc nous on ramène une vraie technologie qui crée l'interopérabilité entre tous ces réseaux-là pour permettre justement à un client M-Pesa de pouvoir acheter chez un client qui utilise Wari au Sénégal et de pouvoir même acheter chez un vendeur qui est à Marseille, qui lui a un compte bancaire et inversement. Ça fait qu'on peut avoir un vendeur au Kenya, on prend le cas d'M-Pesa, qui lui n'a pas de compte bancaire, il n'a que son compte M-Pesa, il vend ses produits sur Internet. On a des personnes qui sont bancarisées ici à Marseille, qui achètent avec leur carte bancaire, et lui, au Kenya, recevra son argent sur M-Pesa. Et vice-versa. Comment vous gagnez de l'argent? Voilà, nous, on a un business model très simple, on prend une commission par transaction, tout simplement. Je voudrais juste en profiter pour présenter les autres intervenants qui nous ont rejoints, parce que vous voyez que notre table s'agrandit de plus en plus. Donc, alors nous avons avec nous aussi un instant
Donc, je vous ai présenté tout à l'heure M. Niati, qui est à la droite de Zilé. Nous avons à notre table aussi Mamadou Baba Diop, d'accord, qui va aussi intervenir sur son activité et les impacts pour le développement du continent. Enfin, ça sera à vous de l'apprécier ou pas. Nous avons la DSP aussi est arrivée. Elle va nous rejoindre. Nous avons monsieur Tirard aussi qui est là. Donc je pense que son intervention... Ah oui, la DSP est là, pardon. Donc la DSP Afrique est là. Diaspora solidaire et participative. Ils présenteront aussi leur projet, c'est une association. Nous avons monsieur Tirard. Et je pense que je n'oublie personne. Ah si, pardon. Désolée. Monsieur Stéphane Valus, c'est vous. Hein. Non, vous êtes... Non. Denis Berger. Denis Berger représente la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et va prendre la parole à ce titre pour présenter de nombreuses actions que cette Chambre mène. Présentez-vous et je suis Marcel Letty, très petites entreprises qui veulent s'installer ici ou en Afrique. Et cette affaire-là donc dure depuis 2000. Depuis 2000, nous sommes installés à Marseille. Au total, c'est presque une vingtaine de personnes accompagnées par an pour 10 projets finalisés et 5 créations effectives de développement de l'Afrique. Le dernier événement que nous avons organisé sur ce volet culturel, c'était l'événement consacré à Claude Maquet, l'écrivain de la Négro-Renaissance, et qui s'est traduit par l'inauguration en juin 2015 de l'impasse Maquet, parce que Claude Maquet a vécu à Marseille et ses travaux sur Marseille ont inspiré les architectes ainsi que la mémoire de Marseille. Actuellement, nous réfléchissons à la mise en place d'un réseau franco-africain d'accompagnement et de soutien aux porteurs d'entreprises. Parce que nous nous sommes rendus compte que être seul était très désavantageux. Créer un réseau ou développer un réseau était important, dans la mesure où cela peut faciliter beaucoup de choses. Voilà, je ne vais pas trop m'appesantir. Sinon, vous dire que... Un petit peu, oui. Un petit peu, d'accord. Sur l'implication des diasporas africaines, pour moi, il s'agit d'une triple question. Une question de philosophie, une question d'organisation et une question de positionnement. Philosophie d'action, il faut parvenir à renverser le modèle, ne plus se dire qu'est-ce que l'Afrique ou nos pays doivent faire pour nous, mais se dire à présent qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'Afrique. C'est une philosophie qui permet de transcender beaucoup de barrières. Et comme on dit en Chine, c'est une foi qui peut déplacer les montagnes. Et l'apparition des Lions d'Afrique démontre que les diasporas ont beaucoup apporté à l'innovation et à la croissance réellement africaine. Alors, je rebondis en fait pour donner la parole à la DSP Afrique, puisqu'on parlait de l'impact de la diaspora en Afrique, en tout cas son implication, la manière dont les diasporas en Occident s'organisent pour mettre en place des solutions pour contribuer justement, on est toujours dans le sujet du développement, à quel niveau. Alors la DSP Afrique est une ONG, une association qui est à Paris, et je vais laisser Steve Mambou Ndié, président fondateur, parler de son association. Ça, Steve. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez parler en français ou en anglais? Alors, je vais plutôt parler en français, je suis plus à l'aise en français. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Allez-y, on donnera quelques mots. Si vous êtes synthétique, là, on saura traduire ce que vous dites. Ok. Donc, je me présente Steve Mambou Ndié. Donc, je suis d'origine congolaise et camerounaise et français.
accessoirement. Donc, je suis donc basé à Paris et j'ai fondé il y a quelque temps une association qui s'appelle DSP Afrique. Donc DSP pour Diaspora Solidaire et Participative. On a vu lors de la journée d'hier des représentants de nos gouvernements, de nos pays, parler justement de l'apport de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut apporter au continent? Le précédent intervenant parlait d'une question assez basique, ne pas se demander ce que nos pays peuvent apporter pour nous, mais qu'est-ce qu'on peut apporter pour nos pays. Donc c'est dans cette optique-là, et on sait que chacun de nous qui vivons à l'extérieur, on s'est effectivement toujours posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut contribuer, tout en vivant à l'extérieur, au développement de nos différents pays. Donc la DSP a justement rebondi sur ce postulat-là, en se disant, on va essayer de transformer, qui représente un peu plus de 3% du PIB, donc c'est pas négligeable, c'est quelque chose qui peut apporter justement un plus dans nos différents pays. Et au-delà de l'apport financier que la diaspora peut apporter, elle peut aussi apporter son expertise. Parce que beaucoup d'entre nous travaillons ici, avons une expertise, chacun dans son domaine d'activité, et quel que soit le domaine d'activité. Donc, la DSP, l'objet principal, c'est transférer l'expertise de la diaspora vers le continent. Alors, sous quelle forme? Sous une forme assez simple, puisqu'on sait que mettre des mécanismes de transfert, c'est assez coûteux. Comment est-ce qu'on peut simplifier les choses pour que cette diaspora transfère l'expertise sans que ça ne coûte justement à cette diaspora? C'est de profiter de ses vacances. Quand elle va en vacances dans son pays d'origine ou dans un pays africain, c'est de lui demander pendant son séjour de consacrer une journée, une demi-journée, 2 journées à former un acteur socio-économique sur place qui n'a pas les moyens de se former ou qui n'a pas les moyens de former ses collaborateurs. Donc c'est un peu comme des vacances solidaires. Je prends le cas, bien évidemment, de mes 2 pays d'origine, le Congo et le Cameroun. Je vais au Congo, à Brazzaville. Je vais sur le site de la DSP en tant que membre sympathisant. Je dis, voilà, moi je serai à Brazzaville du 2 août au 20 août. Et pendant cette période, je peux consacrer une journée, une demi-journée ou plus à former sur des techniques de provisionnement. Je dis ça parce que je suis dans les assurances accessoirement. Donc ma vie professionnelle en France, et je suis actuaire dans les assurances. Donc je peux passer une journée à former un acteur socio-économique à Brazzaville pendant ces vacances-là. Et de façon bénévole. Et on considère, il y a un des slogans de la DSP qui dit « une goutte d'eau pour l'Afrique ». Donc si chacun de la diaspora peut être cette goutte d'eau-là en retournant dans son pays et en consacrant une journée ou plus à former un acteur socio-économique, ce sera une forme de contribution. Une contribution qui n'est pas coûteuse. Donc ça n'engage personne de la diaspora, on a juste à s'inscrire sur le site. On peut être membre usager et le jour où on part dans son pays d'origine ou dans un pays africain, on dit voilà, je serai dans ce pays-là. On peut être adhérent, prendre sa carte d'adhésion à la DSP parce qu'on y croit et qu'on veut porter le projet. On peut être membre actif, mais dans tous les cas, on peut contribuer de loin comme de près, sans aucun engagement. Et c'est donc ça l'objet. C'est donc ça l'objet de la DSP. Je vais essayer d'aller très vite en prenant quelques exemples d'actions qui ont déjà été menées sur le terrain. Je vois qu'il y a des Sénégalais dans l'Assemblée. Donc il y a eu des actions récentes au Sénégal. 2 personnes, dommage qu'on n'ait pas de vidéoprojecteur pour justement présenter ces formations, 2 formations au Sénégal. Il y a la semaine prochaine une formation au Bénin sur les techniques de négociation. C'est une personne qui est à Paris, le directeur d'achat dans l'administration, qui va former sur des techniques de négociation. On a au Congo-Brazzaville une gouvernante générale d'hôtel qui a formé des femmes de chambre. C'est pour montrer un peu la diversité des profils de compétences qu'on a dans la diaspora. Et il faut mettre en avant cette diaspora, cette expertise pour justement relever les défis de l'Afrique. Il ne faut pas attendre toujours que ce soit les autres qui mettent la main à la pâte. Il faut aussi que la diaspora se retrousse les manches. Merci. Nous avons la chance d'avoir un homme de terrain qui connaît bien ce sujet, qui a travaillé dans beaucoup de pays. C'est un guerrier de la coopération. C'est Denis Berger, c'était un de mes anciens collaborateurs, j'étais fier de travailler avec lui. Je vais lui laisser la parole pour pouvoir parler de ce que faisait, de ce que fait
ce que fera la Chambre de commerce en Afrique. Denis, merci Zilé, merci cher animateur, traducteur, anciennement directeur et ami. Je te remercie. Oui, donc Denis Berger, je suis en charge des projets de coopération économique internationale pour la Chambre de commerce de Marseille et en réalité des projets de coopération économique en Afrique. En fait, on a commencé cette activité il y a maintenant 10 ans, naturellement avec des projets de coopération tournés vers le Maghreb, pour des raisons historiques, culturelles évidentes. Et puis petit à petit, on a déployé cette activité sur les pays d'Afrique subsaharienne. Pour l'instant francophone, et je m'en excuse, mais petit à petit, on va élargir nos activités et nos actions. Donc ça fait 10 ans qu'on est convaincu que le développement de notre territoire, Marseille-Provence, et de nos entreprises, principalement les TPE et les PME, passe aussi par le développement des tissus économiques africains. L'objectif final de tout ce que je vais vous expliquer, c'est bien la création de flux de business. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse à la fin. Je suis chambre de commerce. Dans chambre de commerce, il y a commerce, il y a aussi industrie, il y a aussi service. Et donc, c'est le développement de tout ça qui m'intéresse. Et donc, le développement des flux avec l'Afrique. Alors, l'idée, elle est finalement assez simple. C'est de dire qu'on partage, on co-construit des organisations intermédiaires en Afrique qui soient efficaces et performantes pour développer des entreprises africaines localement, pour faire de la croissance inclusive, pour sortir aussi de ce système de croissance par l'exportation des matières premières. Il faut sortir de ça. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat, mais c'est un vaste débat, mais il est temps que l'Afrique sorte de cette croissance extractive pour passer véritablement à une croissance avec forte valeur ajoutée locale. Et donc on est sur des programmes de coopération qui ne sont pas du one-shot, qui sont des projets de coopération qui durent 2 ans, 3 ans sur un pays, et qui visent à être véritablement structurants. Si je prends l'exemple d'un programme qu'on a récemment terminé sur la RDC, pendant 3 ans, on a structuré la Fédération des entreprises du Congo, qui en même temps voulait jouer un rôle de chambre de commerce. Donc on a aidé à se développer, à créer des services d'appui aux entreprises locales, des services d'appui dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'intelligence économique, un sujet très important. Et Zilé ne me contredira pas sur ce point, c'est un sujet vraiment fondamental, l'intelligence économique en Afrique. Et donc pendant 3 ans, on a travaillé le terrain de manière à ce que la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, puisse rendre des services appropriés aux entreprises congolaises. Et à la fin de ce programme de coopération, bien évidemment, on a commencé à initier des missions d'entreprise. On a pris des entreprises de Marseille-Provence, on les a emmenées en RDC, et des liens commencent à se créer, des flux d'affaires commencent à se créer. On a fini par donner un nom à cette activité, on a appelé ça le compagnonnage consulaire. En fait, donc, on se met en compagnonnage avec une chambre de commerce, ou d'artisanat, ou peu importe, africaine, sur plusieurs années. Et en ce moment, depuis à peu près 6 mois maintenant, on développe un compagnonnage avec la Chambre de commerce de Mauritanie. Donc on a fait déjà pas mal de missions. C'est même allé un petit peu plus vite qu'en RDC, parce qu'on a déjà emmené des entreprises françaises en Mauritanie. Pas énormément, mais une 9 entreprises. Pardon ? Quelques exemples, s'il vous plaît. L'exemple de quoi ? Des entreprises. Des entreprises. Eh bien, la dernière mission qu'on a faite, on a amené 9 entreprises, c'est pas énorme, hein, mais l'essentiel, c'est pas la quantité, c'est la qualité, qui étaient principalement dans le secteur des TIC, parce qu'en Mauritanie, ça se développe beaucoup, et aussi dans le secteur des services bancaires, parce que c'est aussi un secteur qui se développe pas mal en Mauritanie. Après, en fonction des pays, on touche tous les secteurs, hein, les infrastructures, le bâtiment, enfin bon, ça, c'est la santé, le développement durable aussi, qui est quelque chose de plus en plus important en Afrique. Et donc on est vraiment sur des programmes de coopération moyen-long terme, qui ensuite doivent impérativement déboucher sur des flux d'affaires, sinon je considère que c'est un échec. Voilà, donc on va développer ça très probablement. On a un programme, là, il est au courant, qui va se développer sur l'océan Indien, donc sur la mise en synergie de 6 chambres de commerce à travers l'océan Indien, donc Comores, Seychelles, Maurice, etc.
Et alors là, avec un thème central fort, c'est l'intelligence économique. Pour permettre donc à cette zone océan Indien de partager des outils très concrets, hein, des outils opérationnels d'intelligence économique au service des entreprises du territoire. J'insiste sur le point que on n'est pas... moi, quand je pars en mission de coopération, je ne pars pas avec mon petit PowerPoint, je ne fais pas une petite démonstration et puis je m'en vais. Non, vraiment pas. On est vraiment sur des choses très opérationnelles, à moyen long terme, extrêmement structurantes, où vraiment on co-construit avec notre partenaire des choses innovantes, des nouvelles choses. Il nous arrive même souvent de créer des nouveaux services qu'on n'a pas ici. Hein. Donc on invente ensemble. On ne fait pas du copier-coller, surtout pas, parce qu'on sait bien que ça ne marche pas. On invente ensemble. Par exemple, avec la Chambre de Mauritanie, on est en train d'inventer des services totalement innovants que vous ne trouverez pas à la Chambre de Marseille, hein, mais qui sont adaptés au contexte local. Voilà en quelques mots. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Et, j'œuvre au niveau de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe en matière de veille géopolitique et risque pays, et je suis aussi conseil dans un cabinet d'ingénierie économique et culturelle qui s'occupe de projets Sud-Sud et Nord-Sud. Mon métier à moi n'est pas de faire de la formation à l'intelligence économique, mais uniquement de la sensibilisation. Ça fait depuis 1984 en France qu'Henri Martre a inventé au niveau du plan l'intelligence économique en France. Mes camarades de la CCI disaient que c'était très important. Eh bien, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas plus de 25% des PME françaises qui pratiquent l'intelligence économique et pas moins de 50% des grandes entreprises qui la pratiquent. Autant dire que c'est important. Depuis 1984, depuis qu'on a lancé l'intelligence économique en France, je suis plus sûr qu'il y a plus d'officines d'intelligence économique qu'il n'y a d'entreprises à conseiller. Et lorsque ces officines conseillent des entreprises, on reste dans le niveau de ce qu'on appelle l'information ouverte, c'est-à-dire les 80% que tout le monde connaît et que peut avoir aujourd'hui sur Internet. Je voulais dire aussi qu'avant de parler innovation, il est très important de se protéger, et ça je le rappellerai, quel que soit le niveau et quel que soit l'endroit, dans le sens où, aujourd'hui, la contrefaçon, c'est 5% du marché national. Où, on disait tout à l'heure, moi je termine en disant, moi quand même dans le CCI, il y a marqué commerce. Eh bien, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, ce n'est plus le flux de biens qui rapporte au niveau de l'économie mondiale, mais le flux de données. Et lorsqu'on fait un flux de données, plus on en profite aujourd'hui avec tout ce qu'on a, ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais comme le soir on ferme la porte de son entreprise et comme on oublie un petit peu de fermer sa big box ou autre chose, machin, on se fait pirater la nuit. Et je vais vous donner un chiffre que je reprends. En 2013, le manque à gagner à cause du piratage informatique pour les entreprises françaises était de 46 milliards d'euros. C'est vrai que l'intelligence économique, c'est important, mais encore, les chiffres le sont encore un petit peu plus. Alors, comme je ne veux pas aller trop avant là-dedans, je vais juste encore vous donner un nouveau chiffre. Quand je parle de protection, n'oubliez pas dans une entreprise qu'un papier jeté incidemment, avant de fermer la porte le soir, sera lu, vu, corrigé et peut-être transmis par la personne du personnel d'entretien. Et ça, c'est encore du niveau de base. Je voulais juste vous dire à ce sujet-là, pour reprendre sur la protection des marques, des brevets, etc., qu'aujourd'hui, la contrefaçon, je vous disais tout à l'heure, c'est 5% des parts de marché, ça tue 100 000 emplois en Europe, dont 30 000 en France. Je pense que ces chiffres-là doivent faire réagir. Pour reprendre l'intelligence économique, donc je vous disais qu'il y a pratiquement plus d'officines que d'entreprises. Moi, je conseille à tous ceux qui veulent développer aujourd'hui du business en Afrique, ou des Africains qui veulent développer du business en Europe ou ailleurs, c'est de garder à l'esprit que l'intelligence économique, c'est peut-être un outil, mais c'est aussi, comment dirais-je, un état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui va permettre, puisqu'on en a parlé un petit peu, d'aller vers
On est passé du management individuel vers le management collectif. Pour innover, eh ben, il n'y a pas que 2-3 pelés dans une entreprise qui innovent. On met tout le monde ensemble avec des sujets sur les savoir-faire, sur des nouveaux clients, sur des nouveaux produits, sur de nouveaux associés, et on fait réfléchir tous ces gens-là. Et ces deux-là, une fois qu'on a hiérarchisé un petit peu tout ça, on crée l'innovation. Et l'innovation, c'est donc ce dont vous avez besoin éventuellement pour pallier vos problèmes de cuisine. Mamadou Baba Diop, avec DSB International. Je vais en profiter pour féliciter la société Space, Infinity Space. Henry Ford disait la jeunesse qui répondra à la question monétaire sera plus utile que toutes les armées de l'histoire. Donc vraiment félicitations, et j'espère que vous allez grandir et grossir encore plus. Ensuite, concernant l'éducation, puisque nous faisons également de l'intelligence sociale, l'économie ne peut pas aller sans le social. Les deux vont de pair. L'éducation, ce n'est pas un mode de vie pour nous. L'éducation, c'est la vie. On parle depuis tout à l'heure de trouver des solutions, d'apporter des réponses à des problématiques. Tout cela passe par l'éducation. Et l'éducation ne s'arrête pas au secondaire, à l'élémentaire, à l'universitaire. L'éducation, c'est toute la vie. Donc, l'objectif de DSB International, c'est d'apporter des réponses claires, des réponses chiffrées, parce que, comme on dit, les chiffres ne mentent pas, mais également de pouvoir adapter les discours. Nous sommes une troisième main. Nous avons souvent un interlocuteur A, un récepteur B, et il faut bien souvent traduire et modérer. Donc nous essayons d'intervenir dans différents domaines, mais surtout de faciliter les relations en adaptant les discours, en apportant les réelles réponses, en essayant d'être pertinent, mais surtout, parce qu'on va parler de transposition, d'adaptation, c'est anticiper pour mieux transposer au final. Parce que effectivement, cette vision concernant l'innovation est la clé de l'évolution de l'Afrique. Et pour aller un peu plus loin, cela ne veut pas forcément dire investir dans le structurel, mais également investir dans la ressource humaine. La relation n'est pas forcément, et n'est plus d'ailleurs nord-sud, la relation peut être sud-sud. La relation peut être également sud-nord. Ce sont des questions à géométrie variable pour lesquelles il existe différents angles de vue. Et avant de vouloir investir en Afrique, je pense qu'il vaut la peine de se poser la question, est-ce que je suis dans le bon sens concernant mes besoins? Je peux être en France, je peux être en Allemagne, je peux être aux Pays-Bas et décider d'importer du savoir de l'Afrique pour investir en Europe. Pourquoi pas? Je peux également être en France et décider, non pas d'investir dans la globalité d'une activité, mais choisir une société et d'aider cette dernière à se développer dans la gestion de sa ressource humaine, qu'elle soit financière ou qu'elle soit d'ordre technique. Parce que j'ai une expertise, j'ai une valeur ajoutée, je vais l'apporter et je vais contribuer au développement de cette société et de la société dans la globalité. Donc, il y a différents points de vue et aujourd'hui, l'objectif de DSB International, c'est surtout d'aider les partenaires à se poser la bonne question. Se sont exprimés, ont apporté, ont contribué à une meilleure compréhension des enjeux économiques de l'Afrique. So we thank you very much. This is the end of the workshop. We have dealt with a topic that will take a lot of hours, if not days. But I think everybody has contributed to better understanding. Nimekuchagua wewe nikupende mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati,
nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, na sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, itabidi nikulinde, nikutunze mama, usikose lolote, pete nayo nikuvishe.